Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Sur Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face reçoit aujourd'hui Alexandre Devecchio. Moi, Perico Légas, je suis très fier de recevoir Alexandre Devecchio, qui est ça commence bien cette émission. Le grand Alexandre Devecchio. Vous publiez Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue chez Fayard. C'est le témoignage, Alexandre Devecchio, de 30 ans de désintégration à vos yeux de la société française. Vous racontez comment, dans votre jeunesse, vous étiez à Saint-Denis, vous avez vu cet univers où on vivait côte à côte, et vous redoutez, comme l'avait un peu prédit Gérard Collomb lorsqu'il fait sa passation de pouvoir avec le Premier ministre Édouard Philippe sur le perron du ministère de l'Intérieur, est-ce que le côte à côte va finir dans un face-à-face? C'est un peu ce que vous craignez. Alors bon, l'ouvrage est un document politique vraiment passionnant, c'est bouleversant, vous écrivez avec le cœur. Il n'y a pas d'a priori, vous serez récupéré forcément, et il y a peut-être un petit peu de programme politique dans votre livre. On va en discuter. Qu'est-ce qui vous a conduit à porter ce témoignage aujourd'hui? Vous êtes le petit-fils de Mario, qui est italien, de Joao, qui est portugais. Pourtant, vous êtes comme dans la chanson, vous êtes un parfait français, un français exemplaire. À un moment donné, vous avez senti qu'il y avait une fracture qui était en train de se créer dans ce pays, et vous avez eu le besoin de dire attention, on va dans le mur. Oui, en fait, j'ai écrit ce livre, pas tant pour dénoncer la fracture, parce qu'en réalité, je suis pas le premier à l'avoir, et je crois que le constat maintenant est largement partagé. Je pars de la phrase de Gérard Collomb qui est plutôt un homme de gauche, et qui avant de quitter le ministère de l'Intérieur, son testament a été plutôt un constat très inquiétant. Donc les constats ont été beaucoup faits, et donc moi j'ai préféré passer par le récit, faire un livre à la première personne, parce que justement je crois que pour aller au-delà du constat, il faut parfois décrire les choses avec chair, donner à voir pour mieux donner à comprendre. Et particulièrement pour ce qui est une partie des élites politiques ou médiatiques qui restent malgré tout aveugles à cette question-là, je voulais qu'ils se mettent un peu à la place de ceux qui habitent en banlieue. Je trouvais que l'histoire des banlieues avait souvent été racontée du point de vue de ceux qui cassent, de ceux qui brûlent des voitures, qu'on les avait victimisés, et qu'on s'était pas assez intéressé à tous ces Français ordinaires qui vivent en banlieue, qui subissent l'insécurité physique et culturelle. Donc je voulais raconter la banlieue de leur point de vue. Alors ça s'appelle Itinéraire d'un petit blanc, mais je précise que à l'intérieur du livre, je parle plutôt de gens ordinaires, et j'y mets également des gens de toutes les origines et de toutes les couleurs. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Box. À ce titre, vous avez rencontré des personnalités qui se sont des spécialistes, des sociologues, des historiens, des politologues qui se sont penchés sur la question, notamment Jean-Christophe Guilly, Jérôme Fourquet bien sûr, Gilles Kepel, Michel Onfray et même Laurent Bouvet, qui est le concepteur de l'insécurité culturelle. Vous dites bien, voilà, on a vécu ensemble, ça allait à peu près bien, jusqu'à ce que... Alors, vous citez quelques dates qui auraient pu être des... J'en discutais d'ailleurs avec Jean-Marie Baudry. Est-ce que le 11 septembre 2001 a bien été un tournant? Il y a eu d'autres dates à un moment donné. Oui, il y a plusieurs dates. Est-ce qu'à un moment donné, parce que moi, le 11 septembre 2001, il y a des gens qui sont venus me voir, des musulmans français, nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Vous vous dites, attention, il y a eu ça, mais il y a eu aussi des gens qui se sont dit, donc les Twin Towers sont tombés, donc on peut se rebeller, donc on peut revendiquer une identité. J'allais dire, le monde des Blancs n'est pas infaillible. Il y en a qui ont vécu ça comme ça. Le monde occidental, en tout cas, le monde occidental, c'est vrai qu'au moment du 11 septembre, moi je pensais que les musulmans allaient se dresser unanimement pour dire, pas en notre nom, en tout cas les musulmans français. Alors sans doute certains l'ont fait, sans doute ça n'a pas été les plus visibles et les plus audibles, mais j'ai été frappé moi en banlieue justement de l'inverse. C'est votre chapitre le 12 septembre 2001 au lycée Sugère. Exactement, ce chapitre commence par le 12 septembre au lycée Sugère. Le lendemain, on a un cours d'anglais. La professeure d'anglais qui est d'origine américaine
américaine veut nous parler du 11 septembre et elle se heurte au ricanement, pas de toute la classe, mais en tout cas d'une partie de la classe. Il y a déjà cette comparaison avec le conflit israélo-palestinien. C'est très intéressant de voir ça, puisque aujourd'hui c'est un conflit qui est partout avec une forme de concurrence victimaire, mais déjà il y a ces commentaires autour du conflit israélo-palestinien. Pourquoi on en fait toute une histoire sur le 11 septembre, puisqu'il y a des enfants palestiniens qui meurent chaque jour. Et donc à l'époque je le prends pas tellement au sérieux, si vous voulez, mais c'est quand même rétrospectivement on se dit que c'est un signe avant-coureur. Déjà je crois qu'il y avait une minute de silence qui n'est pas tout à fait respectée, et après il y a un phénomène qui est intéressant, c'est que le voilement des femmes était quelque chose qui existait mais qui était encore marginal en banlieue, et quelques semaines après le 11 septembre, on voit que ça se multiplie. Donc certains se rangent derrière le drapeau de l'islam contre l'Occident, alors qu'on aurait pensé que c'était l'inverse. Et moi, je pense que c'est vraiment une date qui marque le début d'une réislamisation de la jeunesse des banlieues, parfois des enfants de la deuxième ou de la troisième génération, qui sans doute, au lieu de se reconnaître dans l'identité française, se cherchent une identité de substitution, une idée de combat, et vont la trouver dans l'islamisme. Ça ne veut pas dire que tous, évidemment, basculeront dans le terrorisme, mais il y a une forme d'hostilité à l'Occident et à la France qui se fait jour à ce moment-là. Alors que vous dites bien, toutes les populations étrangères qui sont venues en France, hein, alors vous avez des origines italiennes et portugaises, même les Italiens et les Polonais ont connu aussi les Yougoslaves, ils ont eux aussi connu à un moment donné du racisme, du rejet, de la méfiance, dans des conditions souvent très violentes. Pour autant, il y a une intégration qui se fait parce qu'ils viennent pour intégrer la République. Là, vous avez l'air de mettre en cause un petit peu les élites, et vous dites, page 23, dans votre introduction, le retour à Épinay-sur-Seine, c'est pourquoi, à travers ce livre, j'entends aussi m'adresser aux élites que je côtoie par mon travail et dont je fais en quelque sorte partie aujourd'hui. À sa modeste échelle, j'espère que mon témoignage pourra contribuer à leur faire ouvrir les yeux sur certaines réalités et leur faire comprendre qu'il est illusoire de croire que l'on pourra redresser la France sans tenir compte des inquiétudes et des aspirations des classes moyennes et populaires. Vous mettez le doigt en disant c'est là. Le fait qu'elles se sentent dévalorisées et exclues, notamment quand on ne tient pas compte de leur vote, pousse effectivement les classes populaires à ne plus être la référence pour cette immigration qui voudrait s'assimiler ou s'intégrer. Exactement. C'est d'ailleurs la vraie raison pour laquelle j'ai fait le livre, c'est justement pour... C'est le fil rouge, hein, on est d'accord. C'est le fil rouge pour m'adresser aux élites et dire vous pouvez pas continuer à invisibiliser, voire mépriser toute une partie de la France. Les votes dont on parle, la montée du Rassemblement national depuis des décennies, c'est à mon avis une conséquence directe de la montée de l'insécurité, de la montée de l'islamisme, du communautarisme, mais aussi de la cécité, voire de la condescendance avec laquelle les classes dirigeantes ont abordé ces questions-là. Et donc le livre, je le fais effectivement pour faire réentendre la voix des classes populaires, leur redonner de la fierté aussi. Parce que ce livre, c'est un peu un éloge de l'assimilation, et l'assimilation se fait par le haut. Alors vous l'avez dit, vous faites une distinction entre assimilation et intégration. On pourra la faire, oui. Mais l'assimilation ou même l'intégration se fait en partie par le haut. Il faut que les élites la défendent, etc. Elles ont cessé de la défendre, mais elle se fait aussi beaucoup par le bas. Vous le lisez, et là on recolle avec... La réalité, elle se fait en bas. En bas, avec un modèle de référence. Et longtemps, les classes populaires ont été le modèle de référence. Mais à partir du moment où vous dévalorisez ces classes populaires, où vous expliquez qu'elles sont racistes, xénophobes, beaufs, vous ne pouvez plus permettre l'assimilation qui se fait en fait par le contrôle social par le bas, et par aussi l'adhésion à un modèle de référence, à une identification. Vous ne permettez plus l'identification des nouveaux venus à ceux qui habitaient dans ces quartiers populaires. D'ailleurs, que vous démontrez que là où cette intégration, où cette assimilation se fait bien encore, c'est encore un des endroits où les classes populaires, voilà, où j'allais dire cette sociologie a encore des valeurs à transmettre, et que du coup les immigrés ou les gens qui veulent qui s'intégrer ont des références qu'ils n'ont plus ailleurs. Mais que lorsqu'il y a rupture, il y a fracture sociale, il y a fracture aussi avec le besoin d'intégration. C'est un mal qui est soluble, ou vous pensez qu'il va en s'aggravant ? J'ai fait ce livre parce que on n'a pas d'autre choix que penser qu'il est soluble. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, si on n'arrive pas à renouer avec ce modèle-là, il en sera fini de la France. Maintenant, c'est pas un livre naïf non plus. Je pense que la première raison, hormis toutes celles que j'ai évoquées, on va y venir petit à petit. On a une heure. L'abandon, ce que j'ai évoqué, l'abandon du modèle d'assimilation, le mépris des élites, tout ça, ce sont des raisons et des raisons. C'était par l'école, ça. C'était par l'éducation nationale.
notamment par l'école, mais le par sport aussi, bien sûr. le discours médiatique qui était véhiculé. On va y revenir, mais toutes ces raisons sont importantes. Mais la première raison, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas naïf, c'est quand même l'importance des flux migratoires. C'est-à-dire que pour que l'assimilation, notamment par le bas, se fasse, il faut qu'il subsiste un peu de mixité. Or, quand les flux migratoires sont trop importants, on se retrouve avec des concentrations de population et autant on peut intégrer ou assimiler encore mieux des individus, autant c'est impossible avec des peuples. Donc, si vous voulez, la première urgence, c'est quand même si vous voulez, réduire drastiquement les flux migratoires. Une fois que ça c'est fait, il n'en reste pas moins qu'il y a des gens de la deuxième ou de la troisième génération, on ne les renverra pas chez eux, ça c'est illusoire de le croire. Donc là, il faut se battre pour les intégrer et surtout pour intégrer demain leurs enfants. Je reçois Alexandre Devecchio, auteur de Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue chez Fayard. Alexandre Devecchio raconte comment il témoigne de 30 ans des intégrations, essaie de l'analyser, de le décrypter et éventuellement de trouver des solutions. Je suis persuadé que c'est un sujet qui vous intéresse, vous auditrices et auditeurs de Sud Radio. Appelez-nous. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a une perte de repères, une perte de valeurs? Est-ce que vous-même vous avez à côté de vous des gens qui sont d'origine immigrée, qui s'assimilent pas? Vous avez certainement votre opinion. Partout où vous habitiez, c'est un phénomène qui est récurrent. Vous nous appelez au 0826 300 300 et Emmanuel Galasso se fera un plaisir et un honneur de recevoir votre appel et Alexandre Devecchio d'y répondre avec courage et pertinence. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio. Perico Légas reçoit Alexandre Devecchio. Appelez-nous au 0826 300 300. Je sais que c'est un sujet qui vous concerne, qui vous intéresse. Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue, et on espère ne pas vivre face à face comme l'avait prédit ou craint le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb à l'époque où il passait le passation de pouvoir avec le Premier ministre. Alexandre Devecchio, il y a quand même un débat politique à l'intérieur de cet enjeu de l'intégration et de l'assimilation. Pourquoi est-ce que les gens qui viennent vivre en France, qui sont là souvent depuis 2 ou 3 générations, on a vu que les générations anciennes étaient mieux intégrées, oui. Et là il y a une revendication. On concluait tout à l'heure que lorsque l'on se sent mal dans sa citoyenneté, parce qu'on n'est pas respecté par le référendum, parce qu'on n'est pas écouté, eh ben ça donne pas envie de devenir à ceux qui viennent de loin. Ils se disent si c'est pour devenir comme ça, c'est pas la peine. Pour autant, il y a un débat à l'intérieur du clivage politique français. Vous faites allusion, vous dites je ne serai pas un prix Goncourt ou un prix Nobel de littérature. Vous dites ça fera bondir Édouard Louis. Édouard Louis, on se souvient, en France, intellectuel de droite, reste un oxymore, voire une impossibilité. Et vous faites allusion à Annie Ernaux, qui elle dit j'écrirai pour venger ma race. C'est quoi venger sa race aujourd'hui? Vous qui êtes un enfant du prolétariat, je vais pas parler comme ça. Moi, vous êtes malheureux en tant que petit jeune de banlieue. Non, vous avez réussi vous, mais tout le monde ne réussit pas, c'est ça? Non, mais en tout cas, j'écris pas pour venger ma race, mais pour payer ma dette. Voilà. C'est l'inverse d'Annie Ernaux. Moi, il y a aucun ressentiment. C'est vrai que la vie a été généreuse avec moi, mais je crois pas qu'on puisse construire quelque chose de solide sur du ressentiment. Et je trouve que d'ailleurs ce qui me gêne dans le discours d'Annie Ernaux, encore plus chez Édouard Louis, c'est que justement ils racontent leur parcours de transfuse de classe, ils ont plutôt bien réussi et ils crachent sur la classe d'où ils viennent, sur leurs origines populaires, en expliquant que les classes populaires elles sont très malheureuses parce qu'elles sont pauvres, mais qu'en même temps elles sont racistes, elles sont alcooliques, elles sont au lieu de se pencher sur la cause de cette évolution politique. Je crois que c'est pas le cas. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre. Voilà, je crois que les classes populaires en France sont plutôt saines. Elles sont absolument pas racistes. D'ailleurs, je le dis en banlieue, il peut y avoir un ras-le-bol du trop d'immigration lié à l'insécurité, lié à la dépossession de leur mode de vie, mais en même temps, elles sont ultra tolérantes. C'est-à-dire qu'il y a des mariages mixtes. Tout le monde sait que fait la distingue entre les gens, les racailles et les gens bien. Est-ce qu'il y a encore de l'intégration? Oui. Est-ce qu'il y a encore de l'assimilation? Il y a encore, ça marche pour certaines personnes, l'intégration, mais en tout cas, ce que je dis, c'est que les classes populaires pratiquent pas un racisme biologique ou sont pas xénophobes primaires. En réalité, elles distinguent entre les gens intégrés et les gens qui ne le sont pas, ou les gens qui leur sont hostiles. Donc moi, je voulais plutôt leur rendre hommage, si vous voulez. Et puis, si je suis là aussi, c'est parce que j'ai reçu une bonne éducation et qu'elles m'ont transmis des bonnes
bonnes valeurs. Donc je veux arrêter avec ce discours, ce sont des beaufs, ce sont des gens qui sont cassés. Non, ce sont le cœur de la société. Justement, il faut qu'elles redeviennent le cœur de la société si on veut que les nouveaux venus s'identifient à elles, et puis si on veut faire marcher la société, parce qu'une société où les classes populaires sont dénigrées, sont malades, etc., ça peut pas fonctionner. Il peut pas y avoir de démocratie, il peut pas y avoir de France comme ça. C'est le cœur de votre propos. Alexandre, il y a Simon qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour. Merci bonjour, Bonjour Simon. Merci de nous appeler Simon. Nous vivions côte à côte. Vous vivez côte à côte, vous aussi, ou vous avez vécu côte à côte? Je connais bien cet univers-là, ayant travaillé en banlieue parisienne. Vivre côte à côte. Perpignan aussi, Simon, pardon, Perpignan aussi est confronté à cette réalité. Oui, mais c'est pas la même proportion. C'est pour ça que je me permettais de rebondir sur la région parisienne, où là c'est plus que flagrant. Vous allez dans la 93, comme dit le 9-3. D'où est originaire Alexandre de Vecchio? Je sais, c'est pour ça que j'ai cité cet exemple-là, parce que j'ai eu le plaisir de lire son avant-dernier ouvrage, j'ai plus le titre en tête. C'était Recomposition, le nouveau monde populiste, pour me faire un peu de pub, merci. Merci. Non, mais c'est tout à fait ça. Ouvrage très très intéressant, et je pense que je lirai le prochain, parce que il est bien dit, quand on le vit de l'intérieur, les difficultés qui sont énoncées sont la triste réalité. Et comme vient de le dire Alexandre de Vecchio, concernant maintenant le déclassement des classes populaires, comment voulez-vous que les étrangers qui sont au contact de ces gens-là, de cette population-là, oui, c'est des Français, mais souvent c'est des Français, Simon. Ah oui, mais bien sûr. Mais ils ne le sont pas tous, mais il y en a qui le sont et qui ne le vivent pas de cette façon-là, ça c'est clair. Voilà, et de ce fait, il y a une espèce maintenant d'accélération, de non-intégration et d'accueil à tout va, sans demander le moindre effort aux personnes qui viennent s'installer là, et même qui viennent s'imposer en lieu et place des classes populaires qui sont déjà installées. Parce que justement, pour mettre en place un communautarisme, quand on parle de ghetto, moi je m'insurge parce que c'est pas la réalité. La réalité est que dès qu'une communauté s'installe à un endroit, il y a le fait naturel que les ressortissants des pays de cette communauté vont se rapprocher d'eux pour faciliter leur installation, mais pas leur intégration. Au contraire, ils facilitent une rupture avec le besoin d'assimilation. Simon, c'est précisément ce qu'Alexandre de Vecchio vous avez tout à fait raison sur le terme de ghetto. Alors, ils sont devenus peut-être de fait des ghettos, mais il n'y a jamais, vous avez raison de rappeler qu'il n'y a jamais eu de volonté de la France de parquer les populations étrangères. Je rappelle que les grands ensembles ont été construits à un moment où il y avait une panne de logement en France et que c'était plutôt le début du confort pour les classes populaires qui précédemment habitaient dans des bidonvilles ou avaient du mal à se loger. Et c'était dans les grands ensembles, on trouvait toutes sortes de populations, des Auvergnats, des Pieds Noirs, des gens d'Afrique, des Portugais, des Ritales. Tout ça vivait mélangé, et avec le regroupement familial, l'immigration qui est devenue massive, il y a eu effectivement concentration et les gens se sont regroupés entre eux de manière naturelle. Les diasporas se sont reconstitués en France, et ça a donné effectivement des quartiers d'abord et maintenant quasiment des villes entières homogènes. Et dans ces conditions, on va vers une forme de partition qui est extrêmement inquiétante. Alexandre de Vecchio, il y a un de vos chapitres, celui qui est page 71, de la France black, blanc, beurre à la nouvelle guerre d'Algérie. On en serait là. Oui, alors bon, c'est un titre. Les titres doivent être accrocheurs, mais j'évoque l'ambiance à Épinay-sur-Seine après un match de football. On se souvient du fameux match au Stade de France où Marie-Georges Buffet, ministre des Sports, appelle à l'apaisement. À l'apaisement, et effectivement le Stade de France envahi. Mais je donne un autre exemple un peu plus tard qui est moins connu. C'est la Coupe du Monde au Brésil. J'ai plus la date exacte en
en tête, mais l'Algérie fait un très beau parcours, se qualifie jusqu'au quart de finale, et donc c'est la fête à Épinay-sur-Seine. Et je décris moi je rentre chez moi, j'étais déjà journaliste au Figaro à l'époque, mais j'habitais toujours chez mes parents. Ça se trouve à un quart d'heure de la gare, et je fais le trajet de la gare à chez moi. Et là, oui, la ville est aux couleurs de l'Algérie, ce qui déjà peut être surprenant en France, mais il y a un peu d'électricité, d'agressivité dans l'air. Il y a une jeune femme je suis le seul blanc, alors j'aime pas ethniciser le débat, mais dans la rue, il y a une jeune femme qui se tourne vers moi et qui est voilée et qui me dit vive l'Algérie, et qui crache par terre. Donc là, il y a une forme de en réalité, on fête pas seulement l'Algérie, on profite de la victoire de l'Algérie pour manifester une forme d'hostilité à la France, qu'on ne voit pas d'ailleurs en Algérie. Donc là, ça révèle quand même un problème d'intégration. En instituant une démarcation. En instituant une démarcation, exactement. Je reçois Alexandre Devecchio, auteur de Nous vivions côte à côte, édité chez Fayard, ouvrage passionnant qui traduit bien et, j'allais dire, témoigne surtout de cette désintégration de la République qu'il a vécue, qu'il observe et qu'il décrit. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je suis sûr que vous aussi, vous avez besoin de savoir, est-ce qu'on va pouvoir cohabiter? Est-ce que ceux qui ne veulent pas être français peuvent le devenir? Est-ce que l'école a encore son rôle à jouer? Et est-ce que nos élites ont bien pris ce dossier à bras-le-corps pour apporter une solution essentielle à l'avenir de la République? Vous nous appelez, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio, je reçois Alexandre Devecchio, auteur de Nous vivions côte à côte, parce qu'il a vécu côte à côte à Saint-Denis, dans les lycées qu'il a fréquentés. Il avait des copains, et puis ensuite il est venu à Paris, et il se lamente, Alexandre Devecchio, de voir que cette France du black blanc bleu se dilate. On disait la France black blanc bleu à la nouvelle guerre d'Algérie. Il y a page 19, vous citez Pierre Brochant, ancien directeur de la DGSE, Alexandre Devecchio, qui dénombre 1500 portions de territoire en peau de léopard, vous voyez des petites taches, qui échappent au plein contrôle des autorités publiques. Il utilise une métaphore pour décrire la situation. Nous allons continuer à vivre sur les pentes d'un volcan, l'Etna, dont les projections ne frapperont pas tout le monde de plus en plus souvent, jusqu'au jour où une éruption, ça c'est vous qui le dites, jusqu'au jour où une éruption de plus en plus violente que les autres fera basculer le pays dans la guerre civile. Vous en êtes à ce constat-là, à cette inquiétude-là? Le livre ne le souhaite pas. Non, vous le constatez. La phrase d'après, c'est pour expliquer qu'il faut l'éviter, mais oui. Alors je ne sais pas si ce sera une guerre civile, ce sera peut-être pire que ça d'une certaine manière. Enfin, il y a rien de pire que la guerre civile, mais ça peut être un délitement du pays, un conflit de basse intensité larvé. Chacun finalement se regroupe dans sa communauté, se barricade dans sa communauté. Il y a plus du tout de cohésion nationale. Moi, c'est ce que je redoute. On en prend un peu le chemin. C'est ce que dit Jérôme Fourquet quand il parle d'archipélisation du pays. Oui, si rien n'est fait, on en est là, évidemment. Nous avons Jovan qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jovan. Bonjour. Jovan, est-ce que vous aussi vous vivez côte à côte ou vous êtes déjà un peu dans le face-à-face? Moi, j'ai beaucoup de points communs avec M. Devecchio par rapport à mon vécu, mon histoire, l'origine de mes parents, qui est l'ex-Yougoslavie. Bien sûr. Donc, on a vécu dans une cité... D'où votre prénom, Jovan? Voilà, Jovan. Donc on a vécu toute notre enfance côte à côte. On parlait jamais de religion ni quoi que ce soit. Il n'y avait aucune frontière entre nous. On a toujours été ensemble. Et nous vivions, j'ai envie de dire, nous continuons à vivre côte à côte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'on est divisé? Je pense qu'il faut revenir aux origines. Il faut revenir à l'éducation. Je pense que c'est pas à l'école de faire l'éducation, mais plutôt l'instruction. Aujourd'hui, l'éducation, elle doit se faire dans le foyer, avec les parents. Et moi, ce qui fait que vous croyez que c'est le manque d'instruction, en fait, que c'est l'effondrement de la qualité de l'instruction que l'éducation nationale, ça c'est le rôle des familles, l'éducation proprement dite, que c'est le manque d'instruction, et civique notamment, de la citoyenneté républicaine qui est à l'origine de ce délitement, de cette décomposition du tissu social. Oui, qui fait que les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, elles se sont dissoutes. Aujourd'hui, je vais dire la fraternité, on n'en parle plus, c'est chacun pour soi. Ça commence aussi, comme je disais, dans les foyers, quand les parents voient quand les enfants voient leurs parents sur des écrans. Donc, par mimétisme, ils vont aussi se mettre sur des écrans.
Ouais. Donc au sein même d'un foyer, on ne vit plus ensemble. Comment voulez-vous qu'on vive ensemble dans une société ? Même faire société, ça n'a plus un sens aujourd'hui. Yovan, on a compris votre message, votre inquiétude. Alexandre Devecchio, vous êtes rejoignez Yovan sur ce constat. C'est très juste. C'est d'ailleurs, je le dis à un moment dans le livre. Bon, là, je parle beaucoup de la désintégration de ceux qui sont des nouveaux venus, des gens qui sont issus de l'immigration, notamment de l'immigration maghrébine. Mais je dis que la désintégration touche aussi tout le monde. Et il y a une forme de perte de repères, de perte de culture. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, quand un pays doute lui-même de son identité à une société malade, comment voulez-vous intégrer de nouvelles personnes? Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et tout à fait d'accord aussi sur l'école. Il y a un chapitre sur l'école qui s'appelle d'ailleurs la lutte des classes, où j'explique pourquoi les classes moyennes en banlieue, quand elles le peuvent, mettre leurs enfants dans le privé, parce que justement elles ont plus confiance en l'école républicaine qui permettait justement autrefois d'avoir de l'instruction et d'avoir une forme d'ascension sociale. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Souvent, je sais pas pour mettre ça, stigmatiser l'immigration, mais c'est vrai que c'est compliqué pour un instituteur, un professeur de faire cours dans une classe quand une majorité des élèves ont des parents, par exemple, qui ne parlent pas français. Donc ça, c'est une réalité très concrète. Il y a la montée de l'insécurité. Il y a le fait que l'école, justement, a peut-être abandonné l'instruction pour devenir une sorte de grande garderie, ce qui n'était pas encore le cas à mon époque. Moi, si j'en suis là, c'est parce que j'ai connu peut-être les derniers hussards noirs de la République. C'était des instituteurs plutôt de gauche, je leur rends hommage, très laïques, mais qui avaient conscience, par exemple, qu'on vivait dans un pays chrétien. Et je me souviens qu'il y avait un sapin de Noël, même une crèche à l'école. C'était déjà assez mélangé, les populations d'Épinay-sur-Seine, et ça ne posait absolument aucun problème. Et puis voilà, petit à petit, on a vu tout ça se déliter. Donc, bien entendu, vous utilisez le mot guerre civile, tout en disant que ce livre ne vise pas à répondre à cette question, on va tomber la guerre civile, mais plutôt à l'éviter. Si c'est encore possible, ce scénario du pire, comment l'éviter, avec la conviction que nous n'y parviendrons qu'en menant la bataille culturelle contre le parti du déni. C'est qui le parti du déni? Oui, ce sont toutes ces élites médiatiques, politiques, universitaires. Il y a tout un passage. J'ai fait mes études à l'université Paris 8 à Saint-Denis, donc sur le rôle tenu notamment par les sociologues, les sciences humaines, qui sous prétexte de science, en réalité, ont inventé un narratif qui, à mon avis, est catastrophique parce qu'il est totalement victimaire. Il met en accusation la France. Donc c'est tout cela. C'est à la fois le parti du déni et même le parti du mensonge, parce que ils ont véhiculé une vision de la France qui est pas conforme, et des Français qui est pas conforme à la réalité. C'est-à-dire, ce pays n'est pas un pays raciste, c'est un pays qui a accueilli. C'est un beau pays, il faut le dire, parce que sinon c'est pas possible d'avoir un projet commun. Mais la France est une composition depuis 2000 ans. Si on est dans la haine de soi, comment voulez-vous avoir un projet commun? Donc voilà, il est là le parti du déni. Et je dis qu'il y a une fracture entre une France intégrée, une France désintégrée, issue de l'immigration. Mais je dis aussi qu'il y a une fracture entre les élites et le peuple. Et à mon avis, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'abord d'en finir avec la fracture entre les élites et le peuple. Parce que si les élites écoutent le peuple, s'il y a une nouvelle dialectique qui s'installe, je pense qu'on peut recréer une dynamique positive. Mais si on a des élites qui veulent diriger contre leur propre population, ça ne fonctionnera pas. En même temps, vous signalez un effondrement du niveau culturel et politique de notre classe dirigeante. Nous avons Robert qui nous appelle de Marseille. Bonjour Robert. Oui, bonjour messieurs. Le sujet vous interpelle? Le sujet que soulève Alexandre Devecchio. Oui, ça m'interpelle parce que je serai bref. J'habite Marseille, je suis né en 1945. Ah oui. Je suis d'origine arménienne. J'ai connu donc les 30 Glorieuses. Quand on me demande si c'était mieux avant, je dis oui, c'était mieux avant. Oui. Vous n'êtes pas le seul. Est-ce qu'on va aller vers le mieux? Première question. Deuxième question, que faut-il faire? Les solutions, à mon avis, elles sont politiques. Et troisièmement, là, c'est une question directe. Est-ce que l'islam est compatible avec la société française? Bien que de nombreux musulmans en France soient intégrés à la société française,
Personnellement, donc je voudrais avoir la réponse de Monsieur Devecchio, s'il vous plaît. Alexandre, est-ce que le Coran est compatible avec la Constitution? C'est pas que je ne veux pas répondre, mais je suis pas théologien ni spécialiste du Coran. Il me semble que dans l'islam, oui, il y a des choses qui sont pas compatibles aujourd'hui avec nos valeurs. Mais vous l'avez dit vous-même, il y a aussi des musulmans qui sont parfaitement intégrés. Donc moi, je pense plus qu'intégrés, qui sont des Français, des citoyens qui respectent la laïcité, etc. Donc le plus important, c'est ça. Après, je pense tout de même que, pour être tout à fait honnête, mon livre est un éloge de l'assimilation. Je parle de l'assimilation des Portugais, des Italiens. J'explique que ça a été dur pour les Italiens, alors qu'ils sont très proches culturellement de nous. On le disait au début. Donc c'est quand même... Ils ont tous été mal reçus. Oui, on ils est ont d'accord. tous été... Mais ils voulaient devenir français. Pas que mal reçus, mais en tout cas, il y a eu des tensions, ça n'a pas été simple. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais c'était déjà difficile pour une immigration qui est très proche culturellement. Donc oui, c'est plus difficile d'assimiler quelqu'un qui vient d'une civilisation différente. Je ne crois pas que ce soit impossible, puisqu'on a des contre-exemples. Maintenant, je pense qu'on n'y arrivera pas si on continue sur la même dynamique de flux migratoire, puisqu'on voit bien qu'on a déjà raté une génération. Il ne faut pas rater la suivante. Donc la première urgence, c'est de diminuer les flux et de se concentrer sur ceux qui sont là et d'essayer de les assimiler, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Maintenant qu'ils sont là depuis 2 ou 3 générations, on ne pourra pas faire autrement. Alexandre Devecchio, on est quand même arrivé à des points souvent de violence incroyable. Vous faites allusion, et c'était encore dans votre territoire, hein, les émeutes de novembre 2005, avec la mort tragique de Zied et de Bouna. Pour autant, vous dites, on a beaucoup parlé évidemment de ces 2 morts qui n'auraient pas dû mourir, ces deux jeunes adolescents. On oublie Jean-Claude Irvoas, hein, qui avait été tué parce qu'il avait photographié un lampadaire. Alain Lambert et Jean-Jacques Le Chénadec qui ont été tués aussi. Là, hop, on occulte. Alors qu'ils ont été victimes, eux aussi, d'une haine, entre guillemets, raciale ou communautaire, parce qu'ils n'étaient pas... Oui, d'ailleurs, Irvoas, j'en parle parce qu'il est mort à quelques pas de chez moi. Donc ça m'avait marqué. Il s'arrête parce que c'est son métier de photographier. C'est son métier, il s'arrête par conscience professionnelle. Pour photographier un lampadaire, parce que... On veut voir si ça fonctionne bien. Il y a un lampadaire... Et on le prend pour un journaliste qui vient faire une enquête ou voilà, comme ça. Un journaliste ou un policier, on ne sait pas très bien, mais ça montre. D'ailleurs, pendant le procès, ces agresseurs expliquent que c'est un intrus. Donc ça dit bien le territoire et le face-à-face. Et c'est très frappant, il est mort le jour du lancement le même jour que Zied et Bouna. Tout le monde a retenu le nom de Zied et Bouna, et c'est très bien, parce que je précise tout de même que leur mort est accidentelle, donc c'est pas la même chose. Mais c'est très bien, parce que je pense que 2 jeunes gens qui meurent dans un transformateur électrique, ça reste une tragédie. Mais je ne comprends pas pourquoi on a même expliqué qu'il y avait eu 0 victime durant ces émeutes. Il y a eu plein de victimes qui ont leur voiture brûlée, qui ont été agressées, mais il y a eu même des victimes mortelles. Alors il n'y a pas de rapport direct entre les émeutes et la mort d'Irvoas, mais ça s'inscrit dans ce même contexte de montée de la violence. Et il y a un rapport direct avec la mort d'Alain Lambert, qui était à Trappes, qui était concierge au lycée de Trappes. Il est réveillé au milieu de la nuit parce qu'on brûle les voitures devant le lycée. Il veut essayer d'éteindre l'incendie, et puis il meurt intoxiqué par la fumée. Le troisième, le Chenadec, habite dans une cité. Il voit que qu'on commence à incendier les poubelles. Il descend, il se fait lyncher, il meurt. Et donc là, il y a un récit victimaire à géométrie variable, si vous voulez. Ça, c'est l'omerta des médias. C'est vraiment, je pense, très grave. Donc, moi, je veux pas être dans la concurrence victimaire, mais je veux qu'on écoute ceux qui disent il y a un problème réel d'insécurité en banlieue. On peut pas les abandonner, on peut pas les laisser baisser les yeux éternellement. Alexandre Devecchio, nous avons Laetitia qui nous appelle d'Orthez. On l'apprend, on va en discuter juste après. On discutera également, bien entendu, on va revenir quand même sur le rôle des institutions de la République qui font pas leur boulot. Laetitia, vous restez avec nous. On vous prend dans quelques instants. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Ligas reçoit Alexandre Devecchio, auteur de Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue. Nous parlons de cette désintégration de la République française par rapport aux populations qui sont venues, qui aujourd'hui ne s'assimilent plus. Nous avons Laetitia qui nous appelle d'Orthez. Bonjour Laetitia.
Bonjour. Oui, Laetitia. bonjour Monsieur Péricot, bonjour Alexandre. Alors Je Laetitia. voudrais témoigner. Oui. Oui, je voudrais témoigner. Je suis donc fille de Pieds Noirs. J'ai 57 ans et j'ai un souvenir ému de ma vie côte à côte avec mes amis harkis. Avec lesquels on a partagé, je partage toujours, mais je les vois un peu moins parce que j'ai déménagé, mais Oui. on a partagé des couscous, on a partagé leur culture, notre culture, enfin on était ensemble, tout le temps ensemble. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, et ils me le disent, c'est que depuis quelques années, on a accueilli des gens qui ont combattu contre les harkis, contre la France, et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Déjà, ils ont été mal accueillis par la France lorsqu'ils sont arrivés en France, ainsi que les Pieds Noirs d'ailleurs. Mais bon, ça c'est. Mais ils ne comprennent pas aujourd'hui qu'il y ait des gens qui arrivent et qui ont combattu là-bas la France. Alexandre Devecchio, vous faites allusion, À la guerre civile, Laetitia, notamment. vous faites allusion alors donc Il y a plusieurs choses. Bon, il y a la guerre d'indépendance, mais c'est vrai qu'on a accueilli. Qui est complice de ça? Il y a une élite, il y a une intelligentsia, une élite, j'allais dire une mouvance politique qui se réjouit de cette intégration ratée, de cette non-élimination. Je pense à la créolisation de... Oui, alors on pourra parler de LFI tout à l'heure, mais ce que disait Madame on a accueilli notamment après la guerre civile en Algérie dans les années 90 comme réfugiés politiques des gens qui étaient des islamistes. Donc on a accueilli des gens qui aujourd'hui prônent l'islamisme dans nos quartiers. Donc ça c'est un véritable problème. Et je rebondissais sur le harki. C'est intéressant parce que c'est devenu une insulte. Aujourd'hui les musulmans intégrés ou les maghrébins intégrés qui se sentent français sont souvent, on le voit sur les réseaux sociaux, traités de harki par leur... donc de collabo. Ouais, ou de collabo, ou de collabeur. Mais arrête de faire ton français. Ouais, arrête de faire ton français. Donc ce que vous dites est juste. Maintenant sur la France insoumise, c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus grave, c'est-à-dire que ce que je décris dans mon livre, les phénomènes de clientélisme, on les a vus depuis longtemps. En réalité, le Parti communiste avait déjà muté. On connaît un Parti communiste qui était celui de Georges Marchais, qui était d'ailleurs plutôt ferme sur les questions, sur la maîtrise des flux migratoires, ferme sur les questions d'intégration, qui était un parti patriote, le Parti communiste français, et puis qui est devenu en banlieue à cause des bouleversements démographiques, qui a fait du clientélisme. Mais jusqu'ici, on faisait du clientélisme sans tellement l'assumer. Aujourd'hui, LFI le fait de manière totalement décomplexé, se réjouit de la créolisation, qui est en fait l'autre mot du grand remplacement, si vous voulez, tout simplement. Bon, ça finira quand même sur une réconciliation. Et instrumentalise la question israélo-palestinienne en espérant conquérir un vote de banlieue communautarisé. Donc ça c'est quand même aussi un nouveau seuil qu'on franchit, et on a un parti qui organise d'une certaine manière la guerre civile en dressant les Français les uns contre les autres. Donc il faudra quand même finir par une réconciliation. Hein. Je vois que c'est votre dernier chapitre, réconciliation française. Vous dites, voilà, il y a des gens qui y pensent, il y a des solutions. Il faut qu'on redonne vie, qu'on redonne leur espoir, leur honneur à ces classes populaires. Vous dites sinon la phrase du général de Gaulle, Colombey, mon village s'appellera Colombey, les deux églises. Je vous dis, ça ne s'appellera pas Saint-Denis, les deux minarets. Marianne est là pour que toutes les religions, toutes les croyances cohabitent. La citoyenneté, la République, vous y croyez encore on n'a pas d'autre choix, sinon c'est la fin de la France. J'y crois à condition de remettre le peuple au centre du jeu, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La première réconciliation qu'il va falloir faire, c'est entre la classe dirigeante et le peuple. Il faut une classe dirigeante qui écoute, qui respecte son peuple et qui lui redonne la parole. Moi je crois pas tellement à un homme providentiel, en tout cas j'en vois pas dans le paysage, ou à une femme providentielle. Par contre je crois à un peuple providentiel d'une certaine manière, et donc au référendum. Je crois que maintenant, pour la seule manière, les gens sont tellement dégoûtés de la classe politique, de les réconcilier avec la classe politique, c'est de leur donner la parole directement et de respecter leur vote, parce qu'en 2005, je crois qu'on va parler d'Europe d'ailleurs, on n'a pas respecté leur vote, et je crois que ça a alimenté vraiment la fracture. Merci Alexandre Devecchio. Une partie de la réponse à votre inquiétude est dans votre livre. Nous vivions côte à côte, itinéraire un petit blanc de banlieue, 30 ans de désintégration de la République française chez Fayard, à lire absolument, document historique, politique, social, culturel, et une très belle écriture qui raconte le témoignage émouvant d'un jeune journaliste plein de talent et plein d'avenir. Je ne doute pas que votre ouvrage servira certainement de référence à des leaders politiques et qui y trouveront peut-être des solutions.